Nous avons le grand plaisir aujourd'hui, l'immense plaisir de présenter le livre de Clotilde Owoshi. Je pense que vous l'avez tous déjà, hein. Ceux qui ne l'ont pas, précipitez-vous, hein. Il y a un tirage exceptionnel. Hein. Et c'est un événement. C'est un événement parce que c'est la première fois, je crois, qu'on a un témoignage d'une femme qui a vécu les événements de l'intérieur sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un livre vraiment spécial par rapport à son contenu, mais aussi par rapport à la plume. C'est un livre qui ramène ce qui s'est passé à un niveau humain. Parce qu'on oublie souvent les guerres déshumanisent et on finit par croire que c'est une affaire de nombre de morts seulement, et on oublie que c'est des vies humaines, que c'est un quotidien qu'on transforme en enfer. On oublie qu'il s'agit de vie en fait. Et ce qui est fantastique dans ce livre, c'est que on voit la vie, on voit les dégâts sur la vie des gens, et les livres réhumanisent aussi des acteurs de la crise, des gens qu'on a essayé de diaboliser. Et là, on les voit avec leur dimension humaine, leur dimension réelle. Je ne vous lirai pas des passages parce qu'il y a des amis qui vont lire ces passages-là. Mais j'ai vu passer plusieurs manuscrits dans cette maison sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu passer beaucoup d'ouvrages de grande qualité. Mais ce livre, quand même, a quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est écrit par une femme. Hein. Les femmes ont peut-être plus le sens de la valeur de la vie que nous autres, les hommes. Mais la force de ce livre, c'est non seulement l'analyse, mais c'est aussi cette dimension vraiment humaine. Bien sûr, vous aurez vu le titre, c'est « On ira jusqu'au bout ». Ça vous rappelle quelque chose, sans doute. Quelqu'un. Ça vous rappelle quelqu'un. Ça vous rappelle ce scandale où on va prendre un chef d'État africain, on le déporte. On croyait que ces temps étaient révolus, on croyait que c'était à l'époque des Béhanzins, que c'était à l'époque des Babemba, que c'était à l'époque de l'ouverture. Mais en plein XXe siècle, finissant, en plein XXIe siècle, on a vu ça en direct sur les écrans du monde. On peut aller prendre un chef d'État africain, l'enchaîner, le déporter. Et le combat est donc encore là, c'est-à-dire refuser ce retour au XIXe siècle. Qu'importe les problèmes qu'on peut connaître en Afrique ou entre nous, il n'appartient pas à aucune puissance extérieure, quelle qu'elle soit, de venir et de prendre l'un d'entre nous, et surtout en le criminalisant sur des faits qui s'avèrent de plus en plus peu probants, et de le déporter. C'est un scandale. Et se battre contre cela, comme on le retrouve dans l'esprit de ce livre, c'est se battre pour la dignité de toute l'Afrique, tout simplement. C'est réaffirmer l'égale dignité de tous les peuples. Est-ce que vous vous imaginez une puissance africaine venir déporter un chef d'État européen? Pourquoi est-ce que ça se passe encore par rapport à l'Afrique? Et cela a été un scandale qui a été dénoncé notamment au dernier sommet de l'Union africaine, où le chef d'État éthiopien a parlé d'activisme raciste par rapport à la CPI. Si je cite ces mots, parler d'activisme raciste. Et donc ce livre, c'est aussi, dans ce sens-là, la défense de la dignité de toute l'Afrique, tous les Africains,
parce que se battre pour que justice soit rendue à Gbagbo, c'est cela. Il s'agit de rendre justice à Gbagbo. On l'a tué médiatiquement, politiquement, avant de venir chercher à le tuer, à l'abattre militairement. Et se battre pour lui rendre justice, c'est-à-dire dire que ce n'est pas celui qu'on a dit, qu'on nous a raconté, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le dictateur dont on nous a parlé dans les médias, c'est se battre pour la dignité des Ivoiriens et la dignité des Africains. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur défenseur de la dignité de nous autres Africains que les femmes. Parce que quand les femmes, dans notre histoire, se sont mêlées à nos combats, ces combats-là ont réussi. Vous vous souvenez du combat pour les indépendances, quand il y a eu la descente des femmes sur le Grand Bassam, le combat contre l'apartheid avec l'implication des femmes dans les années 50 et 70. Elle disait à l'époque le slogan « Vous avez touché les femmes, vous avez touché un roc, vous serez écrasé ». Donc merci beaucoup à Clotilde pour ce livre, et je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un livre qui est assez exceptionnel. Mais elle est là pour en parler mieux que moi-même. Mais avant cela, on a quelques personnes qui vont nous faire une lecture. Ensuite, Clotilde parlera de son livre. Et nous avons la grande chance aussi d'avoir Michel Gali, qui est là, qui dira quelques mots, notamment sur la situation peut-être des droits de l'homme et des prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire, sur un autre sujet. Merci beaucoup à Michel d'être là avec nous. Ensuite, il y aura une partie de questions-réponses avant de passer à la dédicace et à un cocktail. Donc on va passer à la lecture de quelques passages. Je ne sais pas si... Des remerciements. D'abord, la première personne à remercier, c'est Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Le 11 avril, je ne savais même pas que, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais pensé que j'allais pouvoir être ici. Donc, je remercie vraiment le Seigneur d'avoir eu pitié de moi et d'avoir fait en sorte que je sois ici, à l'abri, on va dire ça comme ça. Je remercie aussi, dans cette salle ici, l'Harmattan, à travers David Gakunzi. Nous sommes devenus pratiquement des amis. Hein. Dans la préparation de cet ouvrage, je débarque souvent sans même le prévenir, mais sa porte est toujours ouverte, il me reçoit toujours. Et comme c'est la première fois que j'écris, il y avait des techniques que je ne maîtrisais pas. Une fois, tous les folios avaient disparu du manuscrit, il fallait reprendre tout le travail. Je suis venue en catastrophe chez David. David, ça ne va pas. Tous les folios ont disparu et moi je ne maîtrise pas mon ordinateur, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû appuyer un bouton, tout est parti. Il a laissé son travail et il a pris tout son temps pour s'occuper de moi. Il m'a donné un bureau en bas et de à lui. On l'a construit ensemble. On l'a construit ensemble. Je voudrais remercier également des frères qui m'ont soutenu dans cette œuvre-là. Albert, donc, remercier tous les amis qui m'ont soutenu vraiment dans ce travail d'écriture. C'était pas évident. J'ai eu envie d'écrire. Vraiment, c'était plus fort que moi, je le dis dans le livre d'ailleurs. Je n'ai jamais écrit, hein, c'est la première fois. Et c'était vraiment quelque chose de fort. J'étais... je veux dire que ce qui m'a poussé à écrire, c'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire. Parce que si nous-mêmes, nous n'écrivons pas notre histoire, il est certain que tôt ou tard, les autres l'écriront à notre place et l'écriront à leur manière et à leur façon et de la manière dont ça les arrange. Donc il faut que les Africains, le président Gbagbo nous a toujours dit, les Africains doivent être les auteurs de leur propre histoire.
Cela veut dire que nous devons nous-mêmes prendre la plume et écrire notre propre histoire. Parce que les risques de falsification sont réels. Donc c'est par rapport au devoir de mémoire que j'ai écrit ce livre-là. Et je raconte vraiment simplement ce que j'ai vécu pendant la crise post-électorale, mais aussi ce que j'ai appris aux côtés du président Laurent Gbagbo, ce grand démocrate, ce grand humaniste. Et c'était important qu'on le dise parce que, comme David l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'imagerie populaire en Occident, le président Gbagbo est présenté comme un dictateur, comme un sanguinaire, alors que c'est nous qui l'avons pratiqué, qui le connaissons très bien, on sait que ce n'est pas vrai. Donc il faut renverser la vapeur et dire ce qui est juste. J'ai mon ami Christophe Hachi qui m'a fait une boutade quand il a lu mon livre. Il dit « Clotilde, j'ai lu ton roman ». Mais il a raison d'appeler ça un roman parce que ce qui est écrit dedans, on a l'impression que c'est de la fiction. Tellement c'est invraisemblable, tellement c'est incroyable, tellement c'est inhumain. On a l'impression que ça dépasse l'entendement humain. La manière dont les choses se sont passées. Lancer des bombes sur la résidence d'un chef d'État, mais c'est inouï. On n'a jamais vu ça. Massacrer des enfants aux mains nues, on n'a jamais vu ça. Donc vraiment, ça ressemble à de la fiction. Mais c'est une histoire vraie. C'est quelque chose qui s'est véritablement passé. C'est ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Et c'était important qu'on le dise, qu'on le signale. Donc, les droits humains s'adonne-t-elle alors à une entreprise de destruction massive en Côte d'Ivoire? Pourquoi se fait-elle complice du massacre à grande échelle des habitants de Yopougon? La charge émotionnelle transparaît à travers le flot de questions sans réponse, faisant vibrer les voix. Avec la crise ivoirienne, nous voyons que les valeurs cardinales qui fondent les nations civilisées sont purement et simplement foulées aux pieds, par ceux mêmes qui les prônent. La survie de l'Occident passe par une recolonisation de l'Afrique et la mainmise sur ses ressources, et cela se fera sans étonnement. Ne croyons pas trop au droit international et au principe de paix. Pour venger 6 femmes, on tue des milliers de personnes. Ne dis pas cela car une vie est une vie, elle n'a pas de prix. Le problème est qu'il n'y a eu aucune enquête sérieuse qui démontre qu'elles sont effectivement tombées sous les balles des FDS. Les gens sont allés trop loin. Je me demande comment on pourra recoudre le tissu social si durablement lacéré. Les frères, n'oubliez pas que les Blancs ont le chic de créer des bizarreries pour diviser et opposer les Africains les uns aux autres afin de les entraîner dans des conflits fratricides sanglants. Au Rwanda, c'était nez aquilin contre nez épaté, aux narines dilatées. Cette dernière réflexion déclenche un fou rire général, communicatif, véritable crème émolliente sur nos cœurs endoloris. Le niveau et la qualité des interventions me surprennent agréablement. Je m'abstiens cependant de participer au débat. Non par mépris envers ses frères venus des sous-quartiers populaires de Yopougon, mais par pudeur. Et surtout, parce que cette vie de reclus dans cet environnement de suspicion généralisée requiert prudence et discrétion absolue. La loi de l'Omerta s'impose à moi comme consigne. Comme je l'ai dit, c'est le devoir de mémoire. Parce que nous avons des enfants et nous avons des petits-enfants. Si vous regardez dans le livre, dans Yopougon, l'Hiroshima ivoirien, à la fin, je ne sais plus quelle page c'est. 43. La page 43, voilà. À la page 42, 43. Vous allez voir un dessin. C'est le dessin d'un hélicoptère qui pilonne une maison qui est en flammes. Et il y a un enfant qui est étalé par terre là. C'est ma petite fille, elle a 8 ans. Elle est là. Laura, tu te lèves pour qu'on te voit? Voilà. Elle a 8 ans, mais à l'époque des faits, elle avait 6 ans. Et elle a vécu la crise ivoirienne. Et c'est ce qui lui est resté dans la tête de la petite. Quand j'ai dit, bon, je suis en train d'écrire un livre sur la crise ivoirienne, elle m'a dit, ah, mais je vais faire un dessin. J'ai dit, ah bon, tu vas faire un dessin, mais tu vas faire quoi? Elle dit, attends, tu vas voir. Et elle m'a fait ce dessin. Elle m'a dit, voilà comment moi je vois la crise ivoirienne. Et elle a appelé son dessin Kakamou numéro 3. Bon, Kakamou, on sait en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui fait peur. Numéro 3 parce qu'elle a fait 3 essais. Oui, mais c'est ça le MI24. Voilà, Kakamou, voilà. Donc elle a dit Kakamou numéro 3 avec une petite. Elle dit ça, c'est la résidence du président Gbagbo qui est sous les flammes.
Et puis c'est les enfants qui sont dans la résidence du président Gbagbo qui ont été tués par l'armée française, par le Kakamou numéro 3. Donc les enfants ont été traumatisés aussi par cette guerre. Là, on n'en parle pas assez, on parle des adultes, mais les enfants aussi ont vécu cette crise-là. Et c'est par rapport à ces enfants, par rapport à la génération future, que nous donnons l'obligation, le devoir d'écrire pour que ces enfants-là sachent exactement ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire. Comme il y aura des questions, c'est surtout le devoir de mémoire qui m'a guidé et qui m'a amené à écrire cet ouvrage. Je vous remercie. L'arme de destruction massive de la France-Afrique. Les tragiques événements que vient de vivre la Côte d'Ivoire appellent inévitablement des réflexions. Ils soulèvent des interrogations sur la problématique de l'indépendance et de la souveraineté effective des États africains. Sommes-nous vraiment indépendants? La crise ivoirienne, depuis le déclenchement de la rébellion armée la nuit du 18 au 19 septembre 2002 jusqu'au coup d'État de la France, le 11 avril 2011, nous assène la réponse avec une incroyable brutalité. Elle nous révèle la vacuité de nos indépendances qui ne sont, en définitive, qu'un énorme canular, un vrai quiproquo et, de façon triviale, du blaguer-tuer. L'exclusion intempestive de l'ancienne puissance coloniale dans les affaires domestiques de la Côte d'Ivoire, sans que cela suscite une levée de bouclier, est également une leçon de choses qui enseigne l'opinion sur les réminiscences de Yalta, dont les vestiges demeurent encore vivaces. La division du monde en zones d'influence reste une brûlante actualité malgré la globalisation. Ceci explique peut-être la mollesse de la réaction de nos amis russes et chinois pendant la crise post-électorale, empêtrée elle-même dans leur propre théâtre d'opération. La Tchétchénie pour les uns, le Tibet pour les autres peut-être. Dans tous les cas, seules les consciences africaines sont interpellées au premier chef par la question de l'indépendance totale du continent. Des acteurs politiques de premier plan, aux leaders traditionnels et culturels, en passant par les intellectuels, les jeunes et les femmes. Tout le monde est concerné et doit répondre aux questions suivantes. Au nom de quel principe l'Afrique doit-elle continuer à faire la courte échelle aux autres et rester éternellement à la traîne sur le chemin du progrès? Quand se résoudra-t-elle enfin à se débarrasser des entraves de toutes sortes qui plombent les ailes de son essor? Quel héritage compte-t-elle transmettre à la postérité, elle, qui, sans relâche, livre à l'appétit vorace des fossoyeurs des libertés, ses fils les plus valeureux, Almani Samouré Touré, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo. La liste est si longue. C'est difficile d'être crédible en lien avec vos amis, je ne les citerai pas parce que bien qu'étant dans un cercle restreint, ce n'est pas la peine de dévoiler toutes nos techniques et relations, mais de recouper ceux qui sont dans tel camp, telle prison, et aussi ceux qui en sortent, et puis ceux qui sont civils, ceux qui sont militaires, et les sanctions prises au point de vue financier contre les familles, dont essayer d'actualiser en permanence pour être crédibles nos informations. Alors je vais être bref, hein, comme l'a demandé David. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous invite effectivement à investir de nouveaux champs qui sont peut-être ceux des humanitaires. Personnellement, à travers une grande ONG internationale, à l'aide d'une grande intellectuelle rwandaise, on pense remettre en question ce génocide des Way, des Guérés, via des ONG internationales et essayer de faire ce qu'on appelle le milieu humanitaire en plaidoyer pour que ce soit eux, les humanitaires, qui servent de relais, puisque ce qu'on dit, vous, nous, moi, Albert Bourgi ou d'autres, selon certains, on est peut-être trop engagés pour être objectifs. C'est ce qu'on dit. En tout cas, il est bon de prendre des relais, peut-être dans le monde humanitaire, peut-être dans le monde universitaire, peut-être avec les religieux. Donc voilà, c'est ce que vous avez commencé à la fois à travers un témoignage et peut-être en le transformant aussi, comme on a dit, en objet littéraire et intellectuel. C'est pourquoi on vous remercie.
Merci beaucoup, Michel. Vous voyez qu'il n'y avait pas besoin de l'avertir avant. Et merci à Albert aussi d'être avec nous. Il est averti 1 minute à l'avance qu'il va parler. Oui, je ferai peut-être une bref, puisque Michel est un Je suis à bonne école. Il n'y a rien de plus mauvais que de dire je vais être bref, on est jamais bref. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai une propension, est-ce que c'est le fait d'être un enseignant, un prof, et c'est vrai aussi d'intervenir, d'avoir la chance d'intervenir dans un certain nombre de médias. Je voulais simplement, vraiment, j'ai tenu d'abord à te dire, Clotilde, bien sûr, je n'ai pas lu l'ouvrage, mais de connaissance, j'imagine, ce que tu as pu écrire et surtout ce dont tu as pu témoigner dans l'ouvrage. Et je pense aussi que cet ouvrage va venir un petit peu encore solidifier toute notre argumentation depuis quasiment 3 ans. Nous sommes là dans une bataille, parce que la bataille n'a pas commencé ce fameux sinistre 11 avril 2011. La bataille, elle dure depuis 2002, depuis 2000. En réalité, il y a toujours des souvenirs qui me hantent. Parfois, lorsqu'en 2000, on s'était retrouvé avec mon ami Guy, qui n'est pas là, mais retrouvé à l'hôtel du Golfe. J'étais coincé à l'hôtel du Golfe. Et que le lendemain matin, le mercredi matin, je n'ai jamais vu de coup militaire, on me dit un camion militaire qu'on vous attend la réception. Qu'est-ce que c'est ce genre de camion militaire? En fait, c'était mon frère qui était au QG, qui demandait d'aller chercher Albert. J'avais été coincé la veille par des parents sénégalais, la télé et la radio, qui voulaient absolument m'interviewer, le temps que l'état de siège avait été décrété le mardi soir. Donc on a été pris dans cette spirale et dans j'ai envie de dire, dans des mouvements qu'on avait du mal à contrôler, parce qu'ils étaient extraordinairement bien organisés. Et au fond, bien sûr qu'il y a le 11 avril, bien sûr qu'il y a eu avant le 11 avril 2011, mais tout ça, c'est finalement le fruit d'un véritable, j'aime pas trop utiliser le terme de complot, mais d'un complot qui tissait de manière extraordinairement subtile et dangereuse, et sachant très bien que le but, c'était d'abattre Laurent Gbagbo. Mais ils n'abattront jamais Laurent Gbagbo. Et je crois que... Ils n'abattront pas Laurent Gbagbo, tout simplement parce qu'il y a les Ivoiriens. Au fond, Gbagbo, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas le président de la République, il incarne tout simplement l'opinion d'un peuple, le peuple ivoirien. Et à travers cela, c'est véritablement l'engagement, les convictions, et puis l'idée qu'il avait de la Côte d'Ivoire. Alors c'est pour ça que cet ouvrage, Clotilde, vient en tout cas s'ajouter à ces moments extraordinaires de bataille pour gagner l'opinion. Et je crois qu'on est en train de gagner. On a gagné en partie cette bataille. On a gagné. Et tous les jours, je me rends compte, il se trouve que je participe, comme on dit, c'est le boulot des universitaires, des colloques, on parle des colloques. Je me souviens, à 3-4 ans, minoritaire, on intervenait, on disait, tiens, ça c'est l'ami de Gbagbo. Je me souviens, on avait mis ma photo dans Libération, on disait les raisons de Gbagbo en France. Belle photo d'ailleurs, j'en ai découpé parce qu'en réalité, je disais à Evelyne que c'est la plus belle photo qu'on ait mise. On nous attaque toujours, il y a des moments où on nous transfigure, on nous transforme en je ne sais quoi, mais quand on n'est pas d'accord avec nous, mais chaque fois qu'on veut nous attaquer... Si vous voyez toutes les grandes affaires, même ici en France, que ce soit le sang contaminé ou autre, les gens venaient crier leur haine. Il y avait des mobilisations des victimes pour venir crier leur haine. C'est la première fois où on voit des gens venir crier leur amour. On voit des gens crier leur amour. C'est quand même extrêmement fort, et ceci on le doit à nous tous, à vous tous, à tous ces Ivoiriens qui viennent, et au lieu de crier leur haine, que ce soit de Ouattara, que ce soit de Sarkozy, viennent crier leur amour, en disant la personne qui est là n'est pas la bonne, vous êtes trompés dans le casting, hein, c'est pas lui qui devrait être là, c'est l'autre, et lui on l'aime. Et ça, je trouve ça quand même fort, parce que véritablement, c'est ce qui déstabilise ceux qui sont en face. C'est ce qui les déstabilise. Vous avez vu récemment le jeune Alphonse Soro qui a voulu organiser une manifestation des victimes. Il y avait qui? Il y avait qui, véritablement? On a voulu mettre sur le dos du président Gbagbo plus de 3000 morts.
Et puis au final, lorsqu'ils organisent une manifestation, il y a qui? C'est ce qui est gênant, mais c'est extrêmement important cet événement, car en réalité, cela démontre quoi? C'est qu'une manigance, c'est qu'un complot, on parlait de complot, mais véritablement, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse véritablement reprocher au président Laurent Gbagbo et que tout ça est monté. On ne peut pas sérieusement dire que le président Laurent Gbagbo a tué, que ce soit 3000 personnes ou 166 comme on dit à La Haye, et puis au final on n'arrive même pas à réunir 166 familles de victimes, ce n'est même pas possible. Ça ne tient pas la route. Et quand on voit que dans le même temps, des milliers d'Ivoiriens se mobilisent à travers le monde pour crier leur amour, ça déstabilise forcément. Donc je pense qu'effectivement les marches doivent continuer parce qu'au début c'était pas facile, c'était pas facile parce qu'effectivement il y a eu le 11 avril et ça a été très douloureux, les gens ont pleuré, je me rappelle encore de ces images sur les Champs-Élysées, c'était très dur et puis les gens ont très vite pensé que ça allait s'estomper avec le temps, que les gens allaient tourner la page et pas du tout, pas du tout. Les gens continuent à crier leur amour. Aujourd'hui, il y a la marche pour Michel, mais Michel cache en réalité ces centaines de prisonniers politiques. Les gens continuent, que ce soit, on parlait de Washington, mais c'est vrai, les gens sont quand même, restent mobilisés, qu'il s'agisse du président Laurent Gbagbo, mais également de tous les autres prisonniers politiques, mais la Côte d'Ivoire en général. Et en réalité, c'est ce que nous devons continuer de faire. On doit continuer de marcher, on doit continuer de crier notre amour, on doit continuer d'écrire. On doit continuer de faire des conférences, on doit leur dire que non, la page n'est pas tournée. Je citerai Alain Capot qui disait la dernière fois, Gbagbo, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer, mais véritablement, ça n'a pas commencé. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris une chose, et Albert le disait justement, c'est que Gbagbo, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, finalement, mais c'est nous tous. Ce n'est pas en le mettant en prison, ils ne peuvent pas emprisonner un peuple. Ce n'est qu'un corps qu'ils ont là-bas, mais son esprit, il est dehors. Bravo. Et là, vraiment, je félicite encore une fois Madame la Ministre pour cet ouvrage, que je ne tarderai pas à lire, c'est promis. Et j'invite évidemment tout le monde à l'acheter parce que c'est bien beau que de venir, mais encore faut-il l'acheter parce que il faut quand même récompenser un travail. Je ne suis pas l'attaché de presse, mais bon. On ne dit pas que l'amour est d'eau fraîche et la résistance c'est bien, la conviction c'est bien, mais il faut quand même reconnaître un travail intellectuel, il faut quand même un témoignage, parce que c'est plus qu'un travail intellectuel, c'est quand même un témoignage, c'est comme une vie qui a été mise par écrit. Donc il faut vraiment l'acheter. C'est un acte de résistance aussi que d'acheter ce livre. Merci beaucoup, Maître Abiba. Il faut l'acheter pour vous, mais aussi il faut l'acheter pour d'autres. Parce que s'il y a un livre qui peut servir justement à montrer l'autre versant de l'histoire, c'est bien celui-là. Franchement. On va continuer avant de passer à la séance questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez deux mots à dire. Bien, merci. Michel, mais les Ivoiriens ont été extraordinaires. Extraordinaire. Je le dis, franchement, extraordinaire. Jamais, jamais, dans une véritable bataille politique, il y a eu un engagement aussi ferme, aussi décisif, aussi déterminé, aussi permanent. Mais on est tous les jours, moi j'ai 3 mai, tous les jours j'ai 3 mai, où sont les filles. Je vois Fatou, qui est une des instigatrices, bien qu'étant pas ivoirienne, de ce mouvement de solidarité, mais il n'y a pas toujours souvent des alertes sur telle ou telle manifestation, telle ou telle chose qui est à faire. Et au fond, même si vous êtes un peu fatigué, vous êtes obligé de vous redresser. Moi, je vois tout ça à travers, bien évidemment, ce que je perçois. Je bouge beaucoup, je voyage, et sincèrement, maintenant, on nous désigne plus comme étant les amis de Gbagbo, mais on nous désigne comme ceux qui ont le courage d'avoir soutenu Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo n'est pas simplement comment dirais-je, celui qui incarne la volonté, la fermeté d'un peuple ivoirien, Gbagbo incarne au fond comment dirais-je, la volonté des Africains d'une manière générale. Cette volonté politique, simplement les autres n'ont pas le courage. Et depuis, c'est très simple.
allons jusqu'à la CPI. Je parle sous le couvert de notre ami, notre avocat, David Touré. On était à Washington pour justement des conférences, mais c'était extraordinaire. Les gens étaient au courant. Déjà, c'était il y a un an, moins d'un an, je crois. Et aujourd'hui, un petit peu partout, tout le monde sait que si la CPI est aujourd'hui purement et simplement discrédité, complètement discrédité, parce qu'il y a eu un mouvement justement à travers le monde qui a été relayé par les uns et les autres et qui a réussi à convaincre les uns et les autres de cette espèce comment dirais-je, de cours qui n'a absolument rien d'un organe juridictionnel, qui n'est rien d'autre qu'un tribunal politique. Et c'est mon frère que j'ai eu la chance, comme d'autres, d'aller rencontrer là où il est, disait je suis là par la politique, j'en sortirai par la politique. Il n'en sortira pas de la politique, il en sortira surtout par la politique. Connaissant ton engagement, connaissant comment dirais-je, connaissant aussi ta volonté finalement d'apporter, tu l'as démontré, ta pierre un petit peu à la construction, à la reconstruction de cette Côte d'Ivoire, et notamment à la construction d'un véritable projet en Côte d'Ivoire. Bien, je suis sûr que ça vient un petit peu nous rafraîchir un petit peu la mémoire, ça vient nous rappeler un certain nombre de choses, mais ça vient surtout nous dire aux uns et aux autres qu'on doit continuer à nous exprimer, on doit continuer à s'exprimer de quelque manière que ce soit, par écrit, par des ouvrages, par des conférences, par des marches, par des tournées en bicyclette, là je vois un truc, tout, partout les moyens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller là-dedans et s'engouffrer là-dedans, dans ce mouvement qui est extraordinaire. Et c'est là que j'ai vu les colonnes de l'ONU ici. Je peux témoigner. Les colonnes de l'ONU ici, j'ai dit à mon chauffeur, ralentis surtout ne les dépasse pas. Et je leur ai dit, comme on dit vulgairement chez nous, j'ai dit, il y aura Bamba aujourd'hui. Mais je pensais que c'était contre, je ne sais pas moi, les malfrats là, oui. Et je vais, Afi n'était pas là, je reçois un coup de fil, un ami qui voulait me voir, il me dit qu'il habite justement à côté. Je vais chez lui, et j'ai fait 1 mois et demi là-bas avant de me retrouver à Accra. Parce qu'à peine arrivé, les bombardements ont commencé. Mais la colonne en question, elle avait, à chaque carrefour, elle déposait. Il y a c'est les pick-up là, avec, voilà, à chaque carrefour. Oui, lance-roquette, voilà. Et on a tous vécu ça pratiquement en direct, parce que nous on avait une dalle, et tous les soirs, lorsque ça bombardait, j'assistais les larmes aux yeux, à ce que vous savez tous, pas seulement pour Laurent Gbagbo. Lui, je sais, c'était pas un problème. Mais Sangaré qui avait envoyé sa maman, la mettre à l'abri, la vieille qu'on avait vue dans les photos, tous les enfants qui étaient là-bas, moi, mes petits-enfants et tous qui se trouvaient là-bas, parce que pour ceux qui ne savent pas, mon petit frère dont je parle était le beau-frère de Laurent, puisqu'il est décédé maintenant, et les enfants de Jeannette Koudou sont mes neveux. Et avec leurs enfants, et les enfants de Michel, tout le monde était là-bas. Et c'est la France démocratique des libertés qui bombardait. Voilà. C'était tous les soirs. Et quand un avion avait fini de bombarder, il retournait, voilà, il revenait, et il bombardait pratiquement à 2. Voilà. Mais passer ce moment d'émotion, il fallait que, pour un devoir de mémoire, chacun de nous écrive. Et Clotilde, vraiment merci de l'avoir fait. Merci, mais je tiens à remercier quand même certains frères ici. J'ai des frères parce qu'ils vivent au rythme de la Côte d'Ivoire. Je parle de Michel par exemple, ou bien de mon frère qui est ici là-bas, Albert, et qui un jour a failli. J'avais même peur qu'il ait une crise cardiaque. Et il sait où et quand. C'était chez le président. On venait de dîner. Les fameux minuit. Il ne pouvait plus manger. Hein. Il nous a quittés à table, il marchait. Là, dans le salon, il allait. J'ai dit, mais c'est quoi? Alors Guy qui m'a dit, non, laisse-le. Comme ça, il est très excité. Mais il vivait le problème ivoirien plus que nous-mêmes. Et nous, alors, on était là, bon, avec le président, qui, comme toujours, bon, plaisantait, on riait. Et puis, on racontait nos vieilles histoires des années 60, lorsqu'on était au lycée, etc., pour détendre l'atmosphère. Mais Clotilde, vraiment, merci. Merci parce que ce que tu as traversé et ce que j'ai vu à Accra lorsqu'on s'est rencontrés, je ne peux pas le décrire. Et quand j'ai appris que tu étais là, j'étais très heureux. Et quand j'ai été vu
reprendre des couleurs, j'étais encore plus heureux, mais je ne pensais pas que tu aurais pu écrire ça. Et le peu que j'ai entendu ne fait que me conforter dans le fait que chacun de nous doit écrire, chacun son histoire. Et c'est toute cette histoire-là qui va permettre d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Ah oui, il y a Abiba qui disait qu'il faut continuer à marcher. C'est vrai. Mais tant que Willy Blanc sera sur ses deux pieds, je pense qu'on pourra lui faire. Je voulais dire merci à Clotilde. Et comme Joaquin a dit tout à l'heure, lui donner tous mes encouragements parce que je sais, elle m'a raconté ce qu'elle a traversé. C'est vrai que nous on a été en prison, je ne vais pas raconter. On va écrire, hein, notre livre est en cours. Parce qu'il faut qu'on écrive. Parce que sinon, vous avez vu, ce n'est pas que de la fiction. On a vu des choses à la télé. Il y a quelqu'un qui m'a vu. J'ai vu, j'étais à Bouna. Elle dit, c'est vous qu'on a vu dans la vidéo. J'ai dit oui. C'était réel. C'était nous. D'autres sont restés. Mais ce que je veux dire, au-delà de tout ça, il faut qu'on continue de lutter. Parce que la vérité est dans notre camp. On a parlé de droits de l'homme. On va vous raconter. L'Harmattan est en train de travailler sur notre livre. La réalité de ce qu'on nous a fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que ça peut venir des hommes, des êtres humains. Mais ça veut dire que Gbagbo a raison. Il faut qu'on continue de lutter. Je veux encourager Clotilde et lui dire que c'est qu'elle a commencé. Il faut qu'on finisse, on va finir. Il y a un livre collectif qui est déjà chez l'Harmattan, ici, qui est en fabrication, que nous avions commencé à écrire déjà à les universitaires de Côte d'Ivoire par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites. On a retracé l'histoire depuis le début. Ce livre est déjà à l'Harmattan, on est en train de corriger. Comme je ne suis pas seul, j'ai envoyé aux autres pour qu'ils corrigent, mais ça va sortir. Il faut que les gens sachent la vérité. Il faut que l'Occident... Ils connaissent la vérité en réalité. Ils connaissent la réalité, ils le savent. Et c'est pour ça que le travail intellectuel est important. Il faut que les intellectuels réfléchissent. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays? Gbagbo va sortir, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? C'est ça qui est important. On voit bien que le pouvoir change de camp. L'Occident est en train de partir. Là. Il y a eu des puissances dans l'histoire. Hein. Il y a eu la puissance romaine, il y a eu les Médo-Perses. C'est passé. Le pouvoir est chez nous. Il faut que nous le prenions effectivement. Donc je voulais saluer Clotilde. Je dis merci à tous ces Ivoiriens. Vous savez ce qui est... C'est bizarre. Quand j'étais en prison, on avait plus peur pour vous qu'être dehors. Parce que de toute façon, en prison... C'est fini. Je me souviens encore, Michel disait, mais bon, peut-être qu'ils vont nous garder jusqu'aux prochaines élections. Mais vraiment, pour plaisanter, les soirs, quand on est un peu plus détendu, les premiers moments étaient difficiles, certes. Il disait au ministre Yao, on dit, mais pourquoi nous on est ici? On dit, les partisans de Gbagbo. Et puis Michel lui dit, mais quand tu étais allé les troller dans le couloir de la présidence, tu as oublié? Donc je veux dire, à certains moments, on avait plus peur pour vous parce qu'on s'est dit comment, parce qu'on nous dit qu'on est affi et roi combien de fois. Et puis vous n'avez pas la possibilité de vérifier et on n'a pas la possibilité de communiquer. C'est pour ça que je voulais vous saluer. Les frères, les amis de la France, pour le travail que vous avez fait, que vous continuez de faire. Il faut continuer de le faire. Parce qu'on sait que la victoire est au bout. Et sachez que moi j'ai été torturé, Herman certainement aussi. Il y a encore des gens en prison, il faut qu'on les fasse sortir. Et ils vont sortir. Tant que nous serons forts, je pense qu'ils vont tenir. Parce que je sais de quoi je parle. Donc vraiment merci à l'Harmattan aussi. Parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'éditeurs. Hein. L'Harmattan a accepté de mener notre combat. Ce n'est pas facile en France. L'Harmattan en France, qu'on lutte contre la France et que l'Harmattan accepte de publier ce genre d'ouvrage. C'est vraiment à saluer. Je voulais saluer tous les responsables de l'Harmattan, notamment notre frère David. David, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il en sait plus que nous. Hein, et il est plus engagé que nous quelquefois. Donc je voulais aussi les saluer. Et merci à tous d'être venus soutenir mon ami et ma soeur.